Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on doit continuer la deuxième partie concernant les bases physiques d'échographie. Donc, notre sommaire, généralité. Deuxièmement, les sondes échographiques. Troisièmement, le principe de formation de l'image échographique. Donc, on doit traiter l'échographie conventionnelle et l'échographie en mode harmonique. Et enfin, les artefacts d'image échographique. Donc, un peu de détails. Premièrement, le schéma synoptique d'un appareil d'échographie. Généralité, les sondes échographiques et mode de balayage, plan d'examen échographique par les sondes, utilisation des sondes échographiques, principe de balayage mécanique, principe de balayage électronique, principe de formation d'images échographiques, les modes de visualisation d'images, mode A, mode B et mode TM. Voilà notre schéma synoptique d'un dispositif d'échographie. Donc, un dispositif d'échographie, donc il est formé par les principaux éléments. Donc, on a une sonde qui est constituée d'un émetteur et d'un récepteur, puis une horloge qui permet la synchronisation, une mémoire et une partie ou bien un écran de visualisation. Donc, l'horloge fournit la référence temporelle permettant de calculer la distance parcourue par les impulsions ultrasonores en fonction d'une vitesse moyenne de propagation des ultrasons dans les tissus, aux environs 1540 mètres par seconde. La mémoire, elle est associée au formateur de vaisseau, il remplace les informations dans l'espace. Donc, ce schéma montre quoi? Un peu de détail. Donc, le schéma de principe d'un appareil échographique est simple. Une horloge, il fournit une référence temporelle donnant le départ des impulsions ultrasonores générées par l'émetteur sous forme de signaux électriques et transformés en vibrations mécaniques, ça veut dire les ultrasons par la sonde. Puis, les échos de ces impulsions acoustiques sont captés par la sonde et transformés en signaux électriques, amplifiés par le récepteur et inscrits en mémoire en référence à l'instant de l'émission et à la position de la sonde dans l'espace lors de l'émission. L'écran de visualisation affiche les données mises en forme par le faisceau, par le formateur de vaisseau en fonction des positions successives de la sonde dans le plan de coupe. Donc voilà, ici on a un émetteur. Il permet de transformer les signaux électriques en ondes ultrasonores. Puis un récepteur, il permet de recevoir les ondes ultrasonores qui interagissent avec le patient et le transforme en signaux électriques. Tout ça, il est synchronisé par une horloge qui permet de fournir une référence temporelle. Qui permet quoi? De calculer la distance parcourue par les impulsions ultrasonores en fonction de la vitesse de propagation. Et on a une mémoire dans laquelle il est stocké l'ensemble de ces informations. Après leur traitement, ils sont affichés sur un écran de visualisation pour qu'on puisse voir notre image soit sous forme graphique, soit en mode 2D à l'échelle de grille ou bien 3D. La place des ultrasons en imagerie médicale. Donc, les dernières années, l'échographie a pris une place très importante dans le domaine du diagnostic médical non invasif. In the world of one of Au monde, un quart
des examens de diagnostic sont faits par les ultrasons. Troisièmement, reasons for this are the ability to image soft tissue and blood flow. Donc, les raisons d'utilisation des échographies, donc c'est quoi? Premièrement, c'est la capacité de donner des images en temps réel. Deuxièmement, se font sans problème, ça veut dire sans irradiation du patient, sans danger. Troisièmement, elle est moins chère par comparaison avec les autres modalités, par exemple les scanners, les IRM, ainsi de suite. Et quatrièmement, il ne nécessite pas une infrastructure bien déterminée. Il suffit seulement d'avoir un appareil sans aucun problème. Par contre, si on veut faire par exemple une installation de radiologie classique, donc il faut avoir un équipement bien déterminé, une salle bien déterminée, le plombage et ainsi de suite. Par contre, l'échographie ne nécessite rien. Par contre, les limitations des ultrasons se manifestent surtout pour l'imagerie des poumons, vu qu'il y a présence de l'air, ainsi que le problème de l'imagerie de l'os, vu la présence de tissu dur qui est l'os. Donc, l'os et l'air ne sont pas analysables d'une manière bien détaillée en échographie. Donc, ce sont des limites pour l'examen échographique. En échographie, l'image obtenue est celle d'une tranche de tissu, dont la position et l'épaisseur sont déterminées par les caractéristiques de l'échographe. Donc c'est une imagerie en coupe. La position de la tranche est déterminée par le plan de balayage du vaisseau ultrasonore utilisé, mono ou multisonde. L'épaisseur est liée à la largeur des champs ultrasonores émis par la sonde. Donc, l'image qu'on a sur l'écran, c'est une image en 2D. Donc, cette image en 2D, elle correspond sur le patient à une tranche. Et cette tranche, elle présente quoi? C'est une tranche qui a une épaisseur bien déterminée et deux autres axes, ça veut dire deux autres dimensions. Donc, c'est une image, c'est une tranche en 3 dimensions. Première dimension X, deuxième dimension Y. Par contre, la troisième dimension qui est le Z, c'est une dimension très petite. Donc, elle est de l'ordre de quelques millimètres. Donc, elle est très mince. C'est pour cela on assimile cette tranche de 3D en une tranche de 2D, vu que son épaisseur elle est très petite. L'image formée représente ainsi les propriétés mécaniques des différents points de la tranche, moyennée sur son épaisseur. Voilà donc notre sonde. On applique un gel sur la peau du patient. On a les ondes ultrasonores qui sont émises. Lorsqu'il intercepte une échostructure, il y a les ondes qui sont réfléchies ici hein, en jaune. Ce sont les échos. Ces échos-là sont reçus par la sonde, puis ils sont transformés en impulsions électriques pour qu'ils soient traités au niveau de la machine. Donc, un peu de détail. Les interactions physiques des ondes ultrasonores sont à l'origine d'informations distinctes sur l'image échographique reconstruite. Donc, ce qui nous intéresse pour la formation de l'image, ce sont les ondes réfléchies. Les ondes réfléchies qui reviennent à la sonde échographique apportent des informations concernant les interfaces acoustiques. Elles sont ainsi à l'origine de l'étude des contours des organes sur l'image échographique. On a déjà parlé de ça dans le chapitre précédent. Les ondes formées par diffusion
apporte des informations sur la structure interne des organes, ce qui donne leur couleur au niveau de gris sur l'image finale. Plus la longueur d'onde est faible, c'est-à-dire plus la fréquence ultrasonore est élevée, plus on aura la possibilité de visualiser des interfaces proches et donc d'augmenter la résolution spatiale. En revanche, on ne pourra pas atteindre des organes profonds, vu que la fréquence est élevée, donc vu que la atténuation sera très importante. Donc, après interaction des ondes ultrasonores avec la matière, ce qui nous intéresse, ce sont les ondes réfléchies. Et cette partie réfléchie est divisée en deux parties. Ce sont par le mode spéculaire et par le mode ce qu'on appelle de la diffusion. La partie qui réfléchit au niveau des interfaces, elle permet de tracer les contours des organes. Par contre, la partie qui vient de la diffusion, elle permet de quoi? De construire l'intérieur des organes pleins. Donc l'intérieur des organes pleins par la diffusion, par contre les limites par les ondes réfléchies sur les interfaces. Voilà ici un résumé de l'interaction des ondes ultrasonores avec un point de taille très faible. Ça veut dire qu'il permet de diffuser les ultrasons. Donc voilà une structure de dimension très faible de l'ordre de la longueur d'onde. Donc on a une partie qui sera transmise, émise, une partie qui sera diffusée dans toutes les directions de l'espace et une partie qui sera transmise. Donc ce schéma-là, c'était une représentation de ce qui se passe au niveau de l'interaction par le mode de la diffusion. Vu que la taille de l'organe avec lequel se fait les interactions est de l'ordre de la longueur d'onde. Ce n'est pas comme on a dit concernant les interfaces. Donc, l'interface acoustique, c'est une frontière entre deux milieux d'impédance acoustique différentes. Elle est virtuelle, ou bien non. Ça veut dire que cette interface, elle peut exister matériellement, ou bien on peut l'assimiler à une interface virtuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence réelle sur l'organe humain. Mais il y a deux milieux d'impédance différentes. Donc, cette séparation entre les deux, ça permet de les qualifier comme une interface virtuelle. Pas d'interface, donc pas de réflexion, pas d'image. Donc, pour avoir une image, il faut toujours penser à la notion d'interface. Si vous n'avez pas d'interface, donc vous n'aurez pas des images. Donc, la détection de la partie réfléchie, c'est elle qui permet d'expliquer le principe de l'échographie. Donc, l'échographie, c'est une image d'imagerie d'interface. La mesure de temps donne information sur la distance à laquelle se trouve l'interface. Donc, en échographie, donc on doit parler de deux choses. C'est la notion d'interface. Plus il y a d'interface, plus on peut avoir les limites des organes. Et deuxièmement, pour savoir où se trouve exactement cette interface, il faut quoi? Il faut mesurer le temps de propagation des ultrasons à l'intérieur de ce corps. Et il y a une relation entre le temps et la distance ou bien la profondeur où se trouve l'interface par cette formule-là. Donc le temps égale 2dCRC. Le C, c'est de l'ordre en général de 1540 mètres par seconde. Donc il suffit de mesurer le temps. Et si on mesure le temps, donc on peut savoir donc la machine mesure le temps, automatiquement on aura la profondeur où se trouve l'interface. Donc le principe d'échographie est basé sur les interactions
au niveau des interfaces. Et deuxièmement, la mesure de la distance où se trouve cette interface, d'une manière indirecte par la mesure du temps à l'aide de la formule suivante. Maintenant, on doit parler de ce qu'on appelle le gel échographique. Le gel échographique, c'est un gel de transmission ultrasonique hypoallergénique recommandé pour échographie. Il se place directement sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou des Doppler. En améliorant la transmission des ultrasons, ce gel conducteur permet de diminuer les parasites et d'obtenir des images de meilleure qualité. Il permet également un déplacement plus fluide et plus régulier de la sonde sur la peau. Après usage, il s'enlève avec un simple papier absorbant sans laisser de traces ni abîmer les sondes. Donc, pour faire un examen échographique, il est obligatoire d'utiliser un gel échographique qu'on peut le mettre entre la sonde et la peau du patient. L'objectif, c'est quoi? C'est de faciliter la transmission des ultrasons entre la sonde et le patient. Si on fait un examen sans utilisation du gel, donc la majorité des ondes ultrasonores, lorsqu'il arrive à la peau, donc ils doivent se réfléchir vers l'arrière. Et donc, on n'aura pas une transmission à l'intérieur du corps. Pourquoi? Vu que l'impédance au niveau de la sonde ainsi que l'impédance au niveau de la peau sera très importante. La différence entre les deux, elle est très importante. Donc, on aura une réflexion qui est très importante. C'est pour cela on doit ajouter un gel entre la sonde et la peau pour adapter l'impédance, pour réduire l'écart d'impédance entre la sonde et la peau des patients et faciliter la transmission des ondes ultrasonores vers le patient. Voilà ici un exemple d'application du gel échographique sur la sonde. Donc ce gel se trouve dans des flacons. Donc on essaye de l'appliquer par une simple pression sur ce flacon et on aura quelques gouttes de gel sur la sonde. Et c'est, voilà, l'application de la sonde sur la peau des patients. Donc le gel, ça permet de faciliter le glissement de la sonde sur la peau, ainsi que de faciliter la transmission des ondes ultrasonores vers le patient.